De retour en direct sur le plateau d'ATV, bonsoir à ceux qui nous rejoignent pour notre second débat de la soirée avec les candidats aux élections législatives dans la circonscription Centre-Atlantique. 5 candidats nous ont rejoints. Karine Mousseau des Républicains, bonsoir. Merci d'être avec nous. Josette Manin, candidate de l'Alliance Ensemble pour une Martinique Nouvelle, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec nous également Christian Verneuil, vous êtes le candidat du RDM. Bonsoir. Merci de participer à ce débat. Également sur ce plateau, Gérard Talmancy, le candidat investi par Nous Pepla. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là avec nous également. Géraldine de Toré, la candidate investie par la France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Que vous soyez élu aguerri ou candidat novice, représentant de partis politiques ou membre de collectifs ancrés dans la société civile, si vous briguez la même fonction, vos parcours et vos objectifs ne sont pas les mêmes. Alors pourquoi voulez-vous être député du Centre-Atlantique? C'est la première question que nous vous posons ce soir. Karine Mousseau, enseignante en sciences économiques, vous êtes une élue multicasquette aujourd'hui, conseillère municipale d'opposition, conseillère territoriale, présidente du comité martiniquais du tourisme et secrétaire territorial des Républicains. Alors vous ne manquez pas d'occupation avec notamment cette présidence du CMT qui est un satellite important de la CTM. Pourquoi briguer ce portefeuille de plus? Est-ce que vous n'avez pas suffisamment à faire avec vos mandats locaux? Bien, écoutez, d'abord bonsoir à toutes et à tous et puis à tous les candidats ici présents. C'est justement en travaillant au comité martiniquais du tourisme que je me suis rendu compte que beaucoup de choses se décident finalement au niveau national. Et vous savez qu'il n'y a pas de problème pour être à la fois députée et conseillère territoriale. Donc, je ne suis pas... Mais vous devrez quand même renoncer. Oui, mais je continuerai. Donc vous renoncerez à votre mandat de conseillère municipale. Au conseil municipal, c'est une équipe. François Doubout, nous avons 2 postes dans l'opposition que nous allons continuer d'occuper, évidemment. C'est une équipe dynamique sur le terrain qui sera aussi présente en 2020 aux élections municipales. Donc nous gardons nos 2 postes d'opposition. Mais c'est vrai qu'en travaillant au tourisme en Martinique, eh bien, je me rends compte à quel point, finalement, beaucoup de choses se décident au niveau national et c'est pour ça que je veux continuer, finalement, à porter le combat plus haut et je le ferai, notamment pour le tourisme. Alors 12% en moyenne, c'est votre score au premier et second tour des élections municipales au François en 2014. En 2015, Bapéya en Chance, dont vous étiez la chef de section dans le centre, obtenait environ 15% des voix au premier tour. On peut donc situer votre poids électoral entre 12 et 15%, ce qui n'est pas négligeable, certes, mais ce qui ne fait pas de vous une favorite face à certains autres candidats. Sur quelle réserve de voix comptez-vous exactement pour cette législative? Vous savez, moi, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est l'évolution, c'est ce qui se passe sur le terrain. En 2014, je me suis présentée pour la première fois, sans doute les Martiniquais et les Martiniquaises me connaissaient peu. Je pense que j'ai prouvé, notamment au comité du tourisme, mon efficacité au travail, le cœur que j'ai à la tâche, combien j'aime la Martinique. Et sur le terrain, vraiment, je sens qu'il y a un vent de renouvellement qui est en train de souffler. Donc, je suis très optimiste. Josette Manin, élue municipale du Lamentin depuis plus de 30 ans. Vous êtes un membre de la première heure de Bâtir le pays Martinique, le parti fondé par Pierre Samo. Vous êtes membre de l'Alliance Ensemble pour une Martinique Nouvelle. Et vous avez d'ailleurs l'investiture de cette alliance pour cette élection. En 2011, vous avez marqué l'histoire politique locale en devenant la première femme présidente du Conseil général. Et en fait, comme vous aimez bien marquer l'histoire, vous voulez aussi devenir la première femme députée de Martinique. Il y en a tellement, déjà sur le plateau, il y en a 3. Donc je voudrais saluer tous ceux qui sont sur le plateau. Je salue tous les Martiniquais et toutes les Martiniquaises qui nous regardent ce soir, particulièrement ceux de notre circonscription du Centre-Atlantique. Oui, je veux bien à nouveau marquer l'histoire de la Martinique, mais je ne suis pas la seule. Je suis heureuse de voir que les femmes enfin rentrent dans ce combat. Un combat qui a été voulu par la loi donc, sur la parité. Nous avons
voulu justement les femmes qui faisaient partie de ces conseils municipaux il y a quelques années, du conseil général, du conseil régional. Nous avions souhaité effectivement que beaucoup de femmes s'impliquent dans la vie politique. Et puis aujourd'hui, on constate effectivement qu'il y a ce petit vent qui commence à souffler. Donc oui, je veux bien marquer à nouveau l'histoire de mon pays en étant la première femme députée. Mais je veux dire que sur chacune des circonscriptions, il y aurait peut-être un vrai bonheur à retrouver des femmes députées pour la Martinique. Vous aviez laissé entendre que vous arrêteriez la politique, vous avez changé d'avis? J'ai changé d'avis, oui, simplement parce que, comme vous l'avez signalé, après 30 années de vie politique, j'avais voulu, moi, simplement marquer une espèce de halte, une espèce de... se mettre un petit peu en retrait pour regarder ce qui se passe. Et puis, vous savez qu'une femme publique est avant tout une femme, mère de famille, une femme qui travaille, une femme qui a des responsabilités et qui a envie de voir un peu ce qui se passe chez elle, qui a envie de voir ce que deviennent ses enfants et qui a envie effectivement de regarder la vie publique martiniquaise, mais de l'autre côté. C'était la raison pour laquelle j'avais, lors des élections de la collectivité territoriale de Martinique, je n'avais pas souhaité être dans le groupe donc, qui a brigué ce mandat. Mais je veux vous dire que malgré le fait que je n'ai pas de mandat électif, je suis une militante active dans mon parti politique et depuis décembre 2015, je n'ai pas croisé les bras. Je travaille au sein de mon parti et c'est la raison pour laquelle j'ai sollicité mon parti politique pour être candidat sur ces élections. Et pas le contraire? Non, non, c'est moi. Après réflexion, après les élections de décembre 2015... toutes les raisons qui vous ont motivé à arrêter n'ont plus lieu d'être, les enfants les raisons se sont là, si, les raisons sont encore là, parce j'ai que vous encore n'allez ma pas famille. les voir là, parce que si vous êtes élu, vous n'allez plus les voir du tout, parce qu'il semblerait que le mandat national soit quand même un tout petit peu chronophage. C'est là où vous vous trompez. Ah. Parce que j'en ai les 2 tiers qui sont justement de l'autre côté. Ah là, vous allez les rejoindre alors. Je vais certainement les rejoindre. Très donc les motivations sont les mêmes, mais simplement je me remets en question et je me remets justement dans cette vie publique pour laquelle j'ai consacré 30 ans de ma vie. Vous avez le soutien, enfin vous êtes investi même plus précisément par l'Alliance Ensemble pour une Martinique nouvelle, mais au fait, Josette Manin, que reste-t-il de cette alliance? Parce que certains affirment qu'elle n'existe plus, ne se réunit plus, n'a plus de vie politique. Je suis une force active de mon parti politique Bâtir le pays Martinique. À ce titre, je ne participe pas aux grandes décisions de Ensemble pour une Martinique nouvelle, puisque vous savez que Bâtir le pays Martinique, c'est d'abord Pierre Samo et ensuite David Zobda, secrétaire général. Donc ce sont ces personnes qui sont justement dans l'activité de Ensemble pour une Martinique nouvelle. Et je peux vous dire que régulièrement, David Zobda participe donc aux réunions de cet ensemble et que les forces vives de cet ensemble, les partis politiques, se réunissent, puisque je les ai retrouvés lors de mon investiture, lors de ma déclaration de candidature, lors de la déclaration de candidature de Serge Letchimy, celle de David Dinal. Donc tout le monde était là. L'Alliance se porte très bien. L'Alliance se porte bien. Christian Verneuil, enseignant de formation, vous êtes adjoint au maire du Robert, également vice-président de Cap-Nord, en charge, entre autres, du développement économique. Candidat du RDM, vous étiez déjà dans la course en 2012 sur cette même circonscription, récoltant 3,5% des voix, suffrages exprimés au premier tour. Alors la victoire du Grand Semblé aux élections de 2015 a redonné de la vigueur à votre parti, mais la dynamique de l'Alliance ne vaut pas pour ces législatives, en tout cas au premier tour, puisque chaque composante envoie son candidat. Alors, comment comptez-vous sortir votre épingle du jeu, Monsieur Verneuil? C'est simplement en m'adressant aux électeurs et aux électrices de la circonscription. Je suis adjoint au maire d'une commune importante, d'une commune qui a une grosse population, et je travaille aussi, je suis vice-président de Cap-Nord chargé du développement économique, et je travaille avec la ville de Trinité, avec la ville du Gomorre. Donc, cette population me connaît. J'ai l'occasion d'être sur le terrain. Au niveau des commissions agricoles. Donc, il faut savoir, il faut le dire, il faut dire tout. Hein. Il faut dire qu'en 2012, la situation était particulièrement difficile pour le candidat parce qu'on a décidé de faire une élection municipale avec moi alors que je venais de une élection législative. Et ces camarades qui ont voulu faire ça
Eh bien là, ils se sont un peu calmés aujourd'hui. Il y a peut-être encore deux qui vont peut-être aider Edmond Mariette en pensant qu'ils vont tirer leur épingle du jeu. Mais cette fois-ci, ils seront enterrés définitivement. Parce que... Que de propos guerriers. Ah non, 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 non. Là, c'est fini, là. Il faut qu'ils comprennent ça. Donc là, je vous assure que je viens dans cette élection pour gagner. Bon, il y aura du boulot, mais en décembre 2015, votre maire, Alfred Monthieu, Oui. pourtant RDM, avait appelé à voter pour la liste de Serge Letchimy. 2 ans plus tard, l'adjoint au maire que vous êtes ne risque-t-il pas de faire les frais de ce qui avait été jugé comme un retournement de veste, voire une trahison? Non, puisque lui, mon maire avait choisi son bord et moi, j'ai fait campagne pour le Grand Assemblée. Fidèle à mon parti, le RDM, j'ai fait campagne dans le Grand Assemblée et ça a très bien marché sur le Robert. Donc le fait que vous continuiez à travailler quand même avec Alfred Monthieu non, ça ne pose aucun problème. Vous voyez que l'intelligence des hommes. Monsieur Alfred Monthieu peut décider, il est libre, il peut décider de voter pour qui il veut. Moi aussi, je suis un homme libre. Par contre, quand il s'agit des intérêts des citoyens du Robert... Vous avez quand même été choqué par cette décision d'Alfred Monthieu? Non. Vous n'avez pas considéré ça comme un retournement je reste de veste? droit, je reste rigoureux, mais tous ceux qui veulent bifurquer, ils ont le droit. Qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas les empêcher. S'il faut envoyer des lassos après tous ceux qui bifurquent, on ne va pas s'en sortir. Donc, vous n'avez pas cité vos électeurs ou pas fait allusion au territoire du Lamentin et du François. Non, c'est un oubli ou... Non, c'est pas, vous pouvez parler de 2012. Donc non, vous parliez de Cap-Nord et vous disiez Cap-Nord me permet d'être au plus près des populations du Robert, de Trinité et du Gros-Monde. Est-ce que vous avez un message? Eh bien, alors, pour le Lamentin, effectivement, les électeurs du Lamentin ne sont pas du tout loin de mes préoccupations. Parce que chaque fois que nous avons besoin d'aller, que ce soit à l'aéroport, que ce soit à Fort-de-France, on est obligé de passer. Il y a beaucoup de Martiniquais. Je crois que tous les Martiniquais qui veulent changer de position passent par le Lamentin. Passent par le Lamentin. Et en plus, le Lamentin, je pense, vit atrocement cet aménagement du territoire qui est très, très déséquilibré. Et donc aujourd'hui, tous les véhicules, je vous assure que c'est l'enfer. Je me demande comment vous faites pour vivre dans cette ville au moment des embouteillages, parce que je pense que c'est beaucoup de dioxine que cette population a respiré. Ils vont vous raconter, parce que ça fait 70 ans qu'ils vivent ça. Donc, ça doit être dur. Ça doit être dur. Très bien. En tout cas, je ferai tout pour les aider à améliorer la situation. Et vous nous expliquerez plus avant dans cette émission comment Gérard Talmincy, ingénieur santé et environnement à l'ARS, où vous êtes également représentant syndical, vous êtes membre fondateur et coordonnateur du projet politique de Nous Pepla, le parti que préside Marcelin. Je préfère le mot mouvement. Le mouvement, alors, si vous voulez. L'association ? Non, j'ai dit mouvement. Quelle différence? Pourquoi vous voulez marquer cette différence? Parce que vous ne voulez pas être un parti politique en tant que tel? C'est-à-dire que dans les faits, ce n'est pas une organisation qui est structurée avec un président, un chef, un leader charismatique. Donc Marcelin Nadeau est... C'est un leader naturel, mais pas charismatique. Il ne se positionne pas comme le leader suprême, si vous voulez. Donc il n'est pas président. Il est chef de file. Il est porte-parole. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de secrétaire général. Donc Marcelin Nadeau, porte-parole de Nous Pepla. Alors, pour un parti aux idées souverainistes et anticoloniales, enfin un mouvement qui défend certaines idées souverainistes, anticolonialistes tranchées, est-ce que ce n'est pas une contradiction de participer à un scrutin qui vise à élire des représentants dans une instance si emblématique de la République française qu'est l'Assemblée nationale? Alors, quand vous parlez de souveraineté, on parle de quoi? Nous parlons par exemple de souveraineté alimentaire. Vous savez bien qu'aujourd'hui, la Martinique est très dépendante pour son alimentation, et singulièrement pour une alimentation de qualité, des exportations. Ça fait courir un risque de pénurie tout simplement, mais aussi un risque pour la santé. Si nous voulons développer une alimentation de qualité en faveur de nos populations, nous devons domicilier ici les capacités de produire des aliments de bonne qualité. Vous parlez d'alimentation, mais sur un plan politique. Est-ce que vous êtes un parti? Est-ce que vous êtes un mouvement? Le mouvement ne se définit pas, comme vous l'avez dit,
en tant que mouvement souverainiste. Donc pas indépendantiste, en fait. Il y a des personnalités qui sont indépendantistes, qui sont souverainistes. Notoires dans notre organisation, mais c'est une organisation qui est vraiment plus large que ça. Et son thème de prédilection, c'est vraiment la citoyenneté, l'écologie, notre... C'est pas une revendication de votre mouvement. C'est pas une revendication à terme. C'est une revendication de certaines personnes, mais je vous rappelle que la double appartenance est possible à nous peuple-là. Il y a des gens qui appartiennent à des mouvements qui se revendiquent des idéologies que vous citez dans nous peuple-là, et il y en a d'autres qui n'appartiennent à aucun mouvement. C'est mon cas, je ne fais partie que de nous peuple-là. Je ne suis pas dans un autre parti politique. Mais la double appartenance, c'est possible à nous peuple-là. Parce qu'ici même, il y a un candidat qui avait très clairement expliqué qu'il ne se positionnait pas sur les scrutins nationaux, notamment les présidentiels, qu'elle n'avait pas participé. Ça peut arriver, oui. Donc voilà. Nous peuple investi. Non, c'est-à-dire que sur le scrutin présidentiel, quand même, ce que nous avions dit, c'est que nous ne choisissions pas de candidat. Simplement, nous appelions à battre l'extrême droite, qui défendait des idées xénophobes. Pas tout le monde, c'était pas le mot d'ordre collectif. C'était le mouvement, c'était le mot d'ordre de nous peuple-là. Après, vous avez individuellement des gens qui peuvent prendre telle ou telle position. Pour ne pas le citer, a clairement exprimé qu'il n'avait pas voté. Il fait lui aussi partie de nous peuple-là. Absolument, mais d'une des mouvances que vous venez d'expliquer. Vous êtes libre d'exprimer. Maintenant, il y a eu un communiqué de nous peuple-là que notre porte-parole et moi-même avons signé et qui définissait la position prise en Assemblée générale par le mouvement Nous Peuple. Nous Peuple qui investit 4 candidats pour ces législatives. Alors vous, Monsieur Talmassi, quel est précisément votre ancrage dans cette circonscription centre-atlantique sur laquelle vous avez été investi? Alors, il ne vous a pas échappé que ces dernières années, Nous Peuple a été au cœur du débat politique et démocratique. Singulièrement, sur cette circonscription, nous avons posé, parliez de souveraineté tout à l'heure, notre souveraineté énergétique avec l'installation qu'on prévoit de nous mettre au Galion, une installation qui va utiliser du bois importé. Donc sur les débats qui inquiètent et qui, j'allais dire, mobilisent la population, nous avons été au cœur du débat politique tout au long de ces dernières années, mais aussi sur la question du droit de vivre et travailler au pays. Nous avons été présents sur ces questions. Sur les questions de la gouvernance telle qu'elle est posée par le fonctionnement actuel de la CTM, nous avons été au cœur du débat, vous en êtes fait l'écho sur votre antenne. Donc nous faisons de la politique toute l'année. La période des élections législatives, c'est simplement un moment particulier de notre vie politique à laquelle on entend également participer, et c'est le sens de la participation des militants de Nous Peuple à cette élection. Géraldine de Toré, formatrice en management et en anglais, vous êtes membre actif de l'association Culture et Égalité qui lutte contre les discriminations de tous ordres et notamment envers les femmes. Vous êtes une ardente défenseur. On dit défenseur ou défenseuse. On va dire défenseuse. C'est une question d'habitude, en fait. Une ardente défenseuse de la parité en politique. Oui. On vous a vu également dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle prendre une part active à la mobilisation contre le Front National. Oui. Et c'est votre première candidature à une élection. Oui. Vous avez reçu l'investiture de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à passer du militantisme associatif au tréteau politique? Bon, d'abord, il y a une logique quand on s'implique pour son pays dans la vie associative. C'est la même chose que la politique, parce que la politique, finalement, c'est l'organisation du vivre ensemble. Donc l'association, associative politique, c'est logique. Pourquoi j'ai choisi plus principalement la France Insoumise? C'est parce que ça suffit. Ça suffit, en gros, de politiques économiques qu'on nous impose depuis des années qui ne marchent pas, qui produisent de plus en plus d'inégalités et de chômage. Ça suffit d'une démocratie qui est de moins en moins démocratique, avec le pouvoir qui est concentré aux mains de quelques-uns, qui se refilent les places au fil des années, donc c'est toujours les mêmes. Et puis également le fait que le programme
l'avenir en commun, je suis un peu émue, excusez-moi, de M. Mélenchon, me paraissait être le seul programme précis, chiffré, qui proposait une alternative à un système moribond qui est celui du capitalisme, et réaliste en plus. Voilà, donc ça me paraissait logique, de réinsuffler de la vraie démocratie dans la façon dont on organise notre politique, la vie politique. Et puis enfin, je me suis aussi portée sur la vie, pour la France insoumise, parce que finalement, le débat, les lois la façon la plus efficace, à mon avis, de changer la Martinique, c'est d'être au cœur de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que d'être en fait parmi les gens qui fabriquent les lois, qui vont avoir un impact et qui vont infléchir la politique. Alors vous savez que les élections législatives, c'est un scrutin national, mais à ancrage local. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous relie à cette circonscription du Centre-Atlantique sur laquelle vous êtes positionné? Alors, d'abord, je suis reliée effectivement à la première circonscription, mais c'est quand même une élection qui comporte, je vais avoir, les députés vont agir pour la Martinique dans leur ensemble. Oui, mais les gens qui voteront pour vous sont ceux de la première circonscription. Écoutez, c'est vrai que c'est une circonscription dans laquelle que je ne connais pas particulièrement. C'est-à-dire que j'ai fait des actions de vie associative au Lamentin, à Trinité, au François, mais je n'ai pas de mandat, je n'ai jamais eu de mandat. Donc il y a des personnes qui me connaissent parce qu'ils m'ont déjà vu participer, notamment sur l'économie circulaire, les efforts sur des façons alternatives de consommer, moins cher, etc. Mais je ne suis pas une figure connue de la première circonscription. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Non, voilà. Vous n'avez pas d'ancrage particulier. Vous auriez pu être tout à fait dans le sud ou à Fort-de-France ou dans le nord. Je connais quand même un petit peu plus la première circonscription. Ceci étant dit, moi j'ai été choisie par mes camarades pour la première circonscription. Voilà, donc c'est un peu aussi, je mentirais en disant que je tenais absolument à la première circonscription. Ceci étant dit, il y a un certain nombre d'engagements qui sont liés à notre programme et qui vont avoir un impact direct sur la première circonscription, mais je pense qu'on en parlera quand vous me poserez la question sur le fond du programme. Voilà. Quand vous dites ça suffit, oui. Est-ce que vous épargnez le président, entre guillemets, de la France Insoumise, qui est un très ancien sénateur socialiste, qui a été ministre et qui fait partie du système? Alors, d'abord, ce n'est pas un président. Je sais que vous avez beaucoup de mal, vous avez eu déjà beaucoup de mal avec mon camarade ici présent. Pour nous, c'est pour simplifier les choses. Non, mais parce que ça reflète aussi une certaine idée de la politique qui est extrêmement verticale, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de chef ou une chef charismatique qui impose ses vues. Jean-Luc Mélenchon est le porte-parole de la France Insoumise. La France Insoumise, non, mais c'est la même chose, c'est pour ça que je souriais quand il disait ça. La France Insoumise, c'est un groupement de citoyens. Le programme a été fait par plus de 500 groupes qui ont fait ce programme, que nous-mêmes, la délégation martiniquaise, nous participons là, en ce moment même encore, au programme qui concerne l'outre-mer. Nous l'affinons, etc. Donc c'est vraiment un mouvement démocratique. Alors, Monsieur Mélenchon, vous comprendrez qu'un citoyen lambda puisse se demander quelle est la forme juridique de la France Insoumise. Comme de nous peuples-là, est-ce que ce sont des associations, par exemple? Non. Ce sont des groupements de citoyens. Je sais, mais là on arrive dans on arrive dans quelque chose qui est complètement nouveau. C'est pour ça aussi que c'est la France du 21e. Enfin, c'est la politique du 21e siècle, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'avoir des espèces de blocs monolithiques où tout est installé de façon verticale. Il y a la tête qui décide, les autres appliquent. Et là, effectivement, donc je comprends que ça vous gêne et que vous ayez besoin que je mette des. Ne vous inquiétez pas, ça va pas nous gêner. Ça va pas nous gêner longtemps. Il faut que les gens aussi, les téléspectateurs, comprennent bien. C'est pour ça qu'on prend le temps d'expliquer. Surtout que si vous avez des députés, vous allez toucher nécessairement un certain nombre de subsides de l'État français qui seront versés à une personne morale. Donc fatalement, vous serez quand même obligé de créer une association. Excusez-moi, quand vous faites allusion aux subsides, vous faites allusion à quoi exactement? Le fait que vous ayez des députés ou que vous ayez participé de toute façon à l'élection, vous aurez des financements publics. Et ces financements publics seront versés sur un compte d'une association et pas sur les comptes d'un mouvement citoyen. Non, mais ce ne sera pas non plus versé sur le compte de Jean-Luc Mélenchon. Ah non, je n'ai pas voulu dire ça, madame. D'accord, très bien. Pas du tout. Vous m'inquiétez, oui. Alors, quelles seront les composantes dans l'hémicycle du Palais Bourbon où siégeront nos députés? C'est une question importante, un enjeu important de ces élections, Eddy. Alors, j'ai envie de commencer par madame Manet.
On a bien noté que vous étiez investi par EPMN et que les leaders charismatiques, pour reprendre une expression qu'on a entendue, d'EPMN, ont chacun choisi leur soutien au moment des élections présidentielles. Il y en a qui ont d'abord soutenu Valls, après Hamon, il y en a qui ont soutenu directement Macron, il y en a qui ont soutenu Mélenchon. On ne sait plus vraiment dans quel sens on va. Mais vous, imaginons que vous soyez élu, député, vous êtes plutôt partisane d'aller vers une majorité présidentielle ou de camper dans l'opposition. Parce que vous êtes une femme de gauche, et il semblerait bien que M. Macron ait déclaré et ait bâti toute sa campagne sur le fait qu'il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite. Alors vous, femme de gauche, vous irez où? Alors, concernant la première allusion à laquelle vous faites, dans Ensemble pour une Martinique nouvelle, je dirais que c'est une logique de choix de chaque parti qui compose donc, cet ensemble, de pouvoir aller vers le candidat qu'il voulait. Nous, à Bâtir le pays Martinique, pour les désignations donc, des candidats, nous ne nous sommes pas prononcés, ni pour M. Valls, ni pour M. Hamon, ni pour qui que ce soit. Seulement, lorsqu'il s'est agi donc, de l'élection elle-même, au premier tour, c'est vrai que chez nous, Bâtir le pays Martinique, on s'est prononcé, comme non pas Ensemble pour une Martinique nouvelle, mais peut-être le PPM et puis d'autres, nous nous sommes prononcés auprès de M. Hamon. D'accord ? Nous étions dans une logique puisque nous sommes dans un groupe où il y avait, je dis il y avait parce que chacun sait effectivement que le Parti socialiste a une partie à Ensemble pour une Martinique nouvelle et puis l'autre partie qui est... dehors. Je ne dirais pas dehors. Non, mais qui est sorti. Qui est sorti. Bon. Ce qui fait que nous avons suivi une logique d'être aux côtés de Hamon. OK ? Et puis, comme tout bon Martiniquais que nous sommes, lors du deuxième tour, évidemment, barrer la route à Marine Le Pen. Les autres, c'est des mauvais Martiniquais? Les 30 000 personnes qui ont voté pour Marine Le Pen, ce sont des mauvais Martiniquais. Ce sont des personnes qui mettent en danger la vie de leur pays. Donc, vous êtes très sévère. Oui, je veux être sévère parce que de toute façon, vous savez que le choix de Marine Le Pen, c'était donc vers une décadence de la vie politique, de la vie sociale et je dirais tout court de la vie martiniquaise. Donc, nous avons choisi d'aller vers Emmanuel Macron, qui est élu aujourd'hui, qui est le président des Français, le président des Martiniquais. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne peux pas, moi, élu député, me positionner d'emblée dans une majorité ou dans une opposition. Je vais dire, comme tous les partenaires de Ensemble pour une Martinique nouvelle, selon ce que j'entends et selon, j'ai envie de dire, la règle établie entre nous, nous attendons bien évidemment le résultat des élections pour nous positionner. Je suis, oui, une femme de gauche, mais dans le gouvernement aujourd'hui, vous avez de la gauche, de la droite, du centre. Donc, il y a un peu tout le monde. Il y a un peu tout le monde. Donc, c'est une espèce de fromage. Mais vos valeurs fondamentales, est-ce que vous les retrouvez dans le discours d'Emmanuel Macron ou alors vous faites comme Jean-Luc Mélenchon, vous dites, alors là, je ne mange pas de ce pain-là? Ah non, je ne dirais pas que je ne mange pas de ce pain-là. Je dirais que c'est un Zacharie qui peut être mangé. Parce que, on va retenir l'expression. Il faut mettre un peu d'eau de temps en temps sur le Zacharie. Hein. Nous avons un président de la République, un jeune président de la République, nous l'avons élu, même si, comme vous avez tendance à le dire, faute d'autres, mais enfin pour certains. Mais je crois qu'il y a dans les propositions d'Emmanuel Macron un certain nombre de choses, un certain nombre de propositions, notamment pour nos territoires ultramarins, qui méritent effectivement que l'on se penche dessus et que l'on puisse exploiter donc, ces propositions et en tirer profit pour notre territoire. Donc aller d'emblée dans une opposition au président de la République, je trouve que ce n'est pas donc une position sage, ce n'est pas une position de responsabilité. Je dis simplement que nous attendrons et je milite pour être dans la majorité du président. Maintenant, ça au moins c'est clair. Je milite pour cela parce que je ne veux pas être d'emblée dans une opposition. Il faut dire que vous êtes nombreux parmi les candidats à militer pour être dans la majorité présidentielle. Non, on en a eu autour de la table. Je n'ai pas dit que je veux être ni dans le parti En Marche, ni je milite dans la majorité. Dans une majorité, de façon à travailler pour mon pays. Très bien. Je vais pour travailler. Gardez quelques minutes. Alors je me retourne vers quelqu'un qui de toute façon n'est pas du tout, a priori, puisque j'ai lu vos déclarations, favorable à être dans une éventuelle majorité
d'Emmanuel Macron. C'est bien ça, Karine Mousseau. Effectivement, Monsieur Marajo, je ne suis pas atteinte de macronite aiguë comme beaucoup de gens visiblement, puisque ça a l'air d'être une épidémie. Vous savez que je siège et je siégerai dans le grand groupe des Républicains. Nous espérons, à l'issue de ces élections, obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Et dans ce cas, le Premier ministre serait un vrai républicain, François Baroin. Et non, bien debout derrière mes convictions, comme je l'ai toujours été. Alors, imaginons que vous n'ayez pas, justement, cette majorité alors, absolue. quoi qu'il en soit, si nous n'avons pas, ce que j'espère ne sera pas le cas, si nous n'avons pas cette majorité, nous serons visiblement le deuxième plus grand groupe de l'Assemblée. Il semblerait qu'on aille dire ça. Je pense que c'est important pour un député de siéger dans un grand groupe. Je serai dans ce groupe des Républicains. Nous avons beaucoup de choses, un programme à défendre. Et en particulier, nous nous opposons à Emmanuel Macron sur l'augmentation de la CSG, par exemple, qu'il propose, qui est une augmentation terrible pour les indépendants, pour les retraités, puisque ce serait 20 milliards d'euros en tout. Nous nous opposons à toute augmentation d'impôts et au contraire, nous voulons une réduction de l'impôt sur les revenus de 10%. Nous voulons à nouveau la défiscalisation des heures supplémentaires. Alors, on va y venir. On va y venir. On va venir aux propositions. Que les Martiniquais et les Martiniquaises retrouvent du pouvoir d'achat et n'en perdent pas. Restons dans la politique au sens politicien du terme. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des débuts de collaboration, c'est un mot que j'ai entendu tout à l'heure, qui commence à s'initier entre des membres de votre parti et... D'anciens membres. Non, je parle de membres actuels, toujours membres des LR, qui envisagent une coopération. Je vais vous donner un exemple. Le Premier ministre actuel soutient et participe à la campagne de Yves Gégaud. Ça vous dit quelque chose, ça? C'est quand même assez étonnant, non? Écoutez, plus rien ne m'étonne à l'heure actuelle, pour tout vous avouer. Mais c'est vrai que c'est un vrai scoop. Hein? Oui, je voudrais qu'on retrouve un peu de sérénité et surtout des convictions en politique. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes politiques manquent de convictions. Donc quand des gens, excusez-moi de vous interrompre, mais quand des gens, je voudrais avoir votre réaction, parce que vous avez semblé un petit peu déstabilisé, mais quand des gens de l'UDI disent, il est parfaitement normal, et nous avions une candidate UDI, vous vous rappelez, lors du premier débat, qui dit, mais attendez, mais oui, mon président envisage tout à fait de collaborer avec un gouvernement Macron s'il obtient la majorité présidentielle. Donc, ils font partie du rassemblement LR-UDI. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que l'aïeul Macron ne sera pas assez suffisamment grande pour contenir tout le monde. Vous avez dit ça en janvier. Oui, mais les faits sont en train de le prouver. L'aïeul est arrivée première et il semblerait qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent monter dedans. Mais mais il n'y aura pas de place pour tout le monde. C'est clair. Et ce qui est important aujourd'hui pour moi et pour notre groupe, c'est de rester dans notre ligne politique, de garder nos convictions. Nous avons un véritable programme à proposer aux Martiniquaises et aux Martiniquais, qui est surtout un programme de l'augmentation du pouvoir d'achat, de la redynamisation de l'économie, par exemple avec l'entreprise franche. Vous vous éloignez des questions politiciennes et vous revenez au programme, mais ne vous inquiétez pas, on va y venir. Ça m'intéresse parce que finalement la politique politicienne nous montre que beaucoup de zonzolage, nous cas Jean Bépac, mais finalement... Votre article célèbre, publié dans France Antilles à l'époque, qui vous a valu quelques soucis. Restent bien ancrés dans leurs convictions. Vous êtes quand même aussi dans une alliance de gestion avec... Alors, là, c'était pas un Jean Bépac, ça peut être assimilé pour certains observateurs à un Jean Bépac, Karine Mousseau. Pour certains observateurs, parce qu'en réalité... Pas mal d'observateurs. Oui, mais je voudrais revenir rapidement là-dessus. En réalité, cette campagne à la CTM, nous l'avons menée sous notre bannière de la droite et du centre. Ensuite, au deuxième tour, nous avons effectivement fait un contrat de gestion avec le Grand Assemblée, ce qui n'a rien à voir avec un méli-mélo. Donc vous pouvez comprendre que l'UDI fasse un contrat de gestion avec M. Macron, par exemple. Je le comprends très mal parce qu'aujourd'hui... On y reviendra. Voilà. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous demander si vous allez siéger dans une majorité avec M. Macron, mais
moi, je préfère vous poser la question, Gérard Talmensi, de savoir où vous irez. Parce que les perspectives sont assez dramatiques pour vos alliés naturels, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire ce qu'on peut considérer être la gauche de la gauche. Si vous êtes élu député, il n'y a presque plus potentiellement de groupes communistes. Il n'y avait déjà pas de groupe communiste tout simplement parce qu'ils n'étaient pas suffisamment nombreux en 2012, ils étaient 10. Par contre, face à vous, vous avez tendanciellement, si on regarde les sondages, un groupe potentiel qui est celui de la France Insoumise. Est-ce que c'est des gens que vous pourriez rejoindre? C'est-à-dire que nous, vous savez, on est dans une logique de projet. On construit un projet, on le fait toute l'année dans les mobilisations, ici en Martinique. Et donc, on n'est pas isolé, on discute avec tout le monde. On a discuté avec les gens de la France Insoumise, ici localement et Martinique même... citoyenne Non, Martinique citoyenne localement, mais je parle de la France Oui. Insoumise ici. Non, je crois que la question qui vaut, c'est est-ce que notre projet est compatible avec un futur groupe parlementaire qui sera demain à l'Assemblée nationale? Vous avez la réponse? On a la réponse, mais ça va demander des négociations parce que nous, on est dans une logique effectivement de transformation sociale profonde de la société martiniquaise parce que les rapports entre les différents groupes sociaux en Martinique ne nous conviennent pas et ils sont responsables de la dérive psychologique, de l'errance sociale, Vous n'avez pas d'un certain nombre de problématiques. Vous n'avez pas peur de vous retrouver Donc tout je seul? pense qu'il y aura, non, je pense qu'il y aura un groupe de gauche radicale quand même. Les dernières élections ont montré que c'était un courant de pensée important en France, autour de la France Insoumise. En France, qu'en Martinique, il est aussi important, oui, ce courant de pensée, malgré le fait qu'un certain nombre de personnes ou de mouvements de la gauche radicale n'appelaient pas à voter pour des personnalités à la présidentielle. Il y a eu un score relativement important pour ces idées, j'allais dire progressistes, pas au sens du PPM, mais peut-être dans un sens de rupture avec la société libérale. Vous pensez à Combat Ouvrier, Lutte Ouvrière, des gens comme ça? Quand vous accumulez le score, effectivement, de ces organisations d'extrême gauche, Combat Ouvrier, le NPA et la France Insoumise, on arrive quand même à un certain score à la Martinique, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on peut discuter de notre projet? Parce que nous n'avons pas attendu qu'un président français nous dise ce qui est bon pour nous. Nous le savons. Donc vous avez un projet pour la Martinique, mais vous n'avez pas un projet pour la France. Nous avons un projet pour la Martinique. Nous saurons trouver, et nous trouvons déjà les liens avec les organisations progressistes, qu'elles soient françaises, européennes ou internationales. Nous saurons construire ce projet-là. Nous rechercherons des majorités d'idées à travers l'Assemblée nationale. Y compris avec les projets Macron? Alors, moi, je ne sais pas ce que sera la politique de l'outre-mer de Macron. Il a dit qu'il allait faire des États généraux. J'ai une assez mauvaise opinion de ces États généraux parce qu'on a connu en 2009 quelque chose de sensiblement... enfin, en tout cas, on a organisé des États généraux en 2009. Il y a eu plein de promesses, plein d'orientations, de propositions de la population. Et ces propositions n'ont pas été réalisées. Donc, je suis très vigilant sur la tenue de ces États généraux, mais je dis à M. Macron, chiche, OK, organisons je ne sais pas comment il a appelé ça, si c'est des assises. Des assises, donc, des assises pour la Martinique. D'ores et déjà, vous seriez prêt à y participer? Non, mais je veux voir qui va organiser ça. Moi, je vois que il est prévu que ce seraient des hauts fonctionnaires, peut-être du ministère de l'Intérieur, etc., qui se chargeraient d'organiser. Mais si M. Macron veut effectivement savoir ce qui serait bon pour la Martinique, mais qu'il fasse ça organiser par les mouvements de la société civile martiniquaise, qu'il aille voir les jeunes dans les abribus et qu'il les paye pour essayer de travailler sur ces sujets. Gardez un peu de temps. Géraldine de Touré. Bien évidemment, je présume que si vous êtes député, vous irez vous asseoir sur les bancs avec vos camarades de la France Insoumise, ce mouvement citoyen. Mais aujourd'hui, est-ce que cette espèce de refus catégorique, radical de M. Mélenchon d'imaginer travailler avec une majorité présidentielle, dans le cas où elle existe, chez M. Macron, est-ce que c'est vous, personnellement,
une idée que vous acceptez, que vous reprenez à votre compte? Ou est-ce que, par rapport aux réalités locales, vous dites, attention, nous, en Martinique, on a besoin malgré tout d'un certain nombre de progrès, d'où qu'ils viennent? Alors, d'abord, il ne s'agit pas, dans ce que dit M. Mélenchon, d'une opposition stérile, systématique, surtout, par exemple, un certain nombre de choses comme la fin de la réserve parlementaire qui avait été appelée, qu'on avait demandé dans la France Insoumise, le garde de Sceaux, visiblement, va l'appliquer. Qui est dans le projet de loi. Donc là, évidemment, ce serait absurde de dire non, alors que c'est une mesure qu'on a demandée. Donc, ce n'est pas quelque chose de stérile, mais il faut quand même arrêter cette espèce de mollesse centriste où on est, en fait, on fait rien. Dans la vie politique et dans l'histoire de la Martinique comme du monde, ce sont les mouvements radicaux, qui ont changé la donne. C'est pas le centre mou. Le centre mou, il administre, mais il fait rien de nouveau. Quelquefois, sur le plan historique, les mouvements radicaux nous ont menés plutôt à la catastrophe. C'est pas toujours agréable, mais en tout cas, les mouvements centristes n'ont jamais rien changé. Surtout pour ceux qui en sont victimes. C'est pas agréable du tout pour eux. Attendez, les mouvements, vous confondez le radicalisme avec l'extrémiste. Être radical, ça veut dire tout simplement vouloir prendre une mesure ferme qui va changer les choses. Est-ce que vous pourriez illustrer là, très concrètement, cette espèce de volonté de changement radical? Je ne vais pas vous demander, ce n'est pas le moment, on y viendra, mais illustrez-nous cette volonté chez Mélenchon de changement radical, par une mesure, par exemple. Par exemple, une mesure qu'on va appliquer en Martinique, on va essayer de la faire appliquer, en tout cas on va lutter fortement, c'est pour lutter contre les inégalités et la pauvreté, c'est la gratuité des premiers ça a l'air tout bête, des premiers kilowattheures, donc l'électricité, et des premiers mètres cubes, donc qui assurent à tous et à toutes, quel que soit leur revenu, parce que ça aussi c'est très important, on est tous des humains, quels que soient nos revenus. C'est pas le revenu universel, mais c'est le kilowattheure universel. Oui, parce que ici, vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à payer leur facture d'électricité, d'ailleurs, qui ne les paient pas, qui ont beaucoup de mal à payer leur facture d'eau, et qu'il faut que tous les citoyens et les citoyennes au moins puissent vivre décemment, le niveau basique. Alors après, on va raffiner, c'est-à-dire qu'après, le superflu, ce sera une tarification progressive. Mais voilà, par exemple, une mesure comme ça. Je peux aussi vous parler de la vie politique, la moralisation de la vie politique. Nous considérons qu'il ne faut plus professionnaliser la vie politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, Géraldine de Thoré, si je suis élue, je ne me représenterai plus nulle part, ni à l'Assemblée, ni dans les... mandat unique définitif. Mandat unique parce que nous pensons que le pouvoir corrompt et qu'en plus, ça écarte de la vraie vie. C'est-à-dire que quand on voyage en première... C'est pas une critique, parce que c'est normal en même temps que les députés qui travaillent dans l'avion, etc. Je ne suis pas dans une espèce de truc poujadiste, tous pourris. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement difficile de résister parce qu'on n'est plus dans les réalités quotidiennes. Très rapidement, quand ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'on est quelque part, c'est un peu compliqué d'en sortir avec toute la bonne volonté. Je répète encore, la notion tous pourris, je me méfie beaucoup de ce genre de propos. Donc c'est pas ce que je suis en train de dire. Sinon, il n'y aurait plus beaucoup d'anciens élus à la France Insoumise, parce qu'il y en a quand même pas mal. D'anciens élus ou d'anciens élus à la France Insoumise. Oui, mais enfin, il y a aussi quand même beaucoup de nouveaux là, qui arrivent. Voilà. Clair. Donc en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est une vision politique différente. Donc c'est normal que nous ne votions pas avec M. Macron, qui a une vision politique et une stratégie du vivre ensemble qui est pratiquement à l'opposé de la nôtre. On a bien noté les différences. Christian Verneuil, vous, ça va être compliqué parce que vous dites Macron, c'est pas notre tasse de thé. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Oui. Si vous êtes élu député, vous êtes, comme certains de vos collègues, tout à fait intéressé par une appartenance ou un soutien à une majorité présidentielle éventuelle, ou alors vous êtes radicalement dans l'opposition. Ah non. Quand vous dites ah non, ça veut dire quoi? Non, je ne suis pas de la majorité présidentielle, ça c'est clair. Nos convictions politiques et bien sûr la ligne politique de mon parti nous amène tout droit vers, pas une opposition frontale, mais une opposition sur des points vraiment de société. Sauf si c'est M. Mélenchon qui a la majorité absolue. Non, mais même avec M. Mélenchon, nous serons... Pourtant, un de vos leaders est très proche de M. Mélenchon. J'ai M. Mélenchon, oui. Et le parti aussi. Mon parti a appelé à voter Mélenchon. Nous avons eu une discussion avec lui, et c'est vrai
que le programme de la France Insoumise, l'avenir en commun, je le trouvais l'un des meilleurs programmes, enfin, c'était le meilleur programme de tous les candidats qui se présentaient, pour nous. Donc, nous avons voté clairement Mélenchon et j'ai appelé dans ma commune et autour de moi à voter Mélenchon. Donc, ça, c'est une autre élection maintenant. Aujourd'hui, si demain nous devons être dans un groupe de gauche et que le groupe Mélenchon est suffisamment, enfin, oui, s'il existe, on peut travailler avec eux, mais nous resterons des hommes libres. C'est-à-dire que, vous voyez, le parti, le RDM a été, pendant longtemps, l'IS a été apparenté socialiste. Il n'a jamais été, enfin, je parle du groupe, hein, c'est-à-dire les élus, même les élus PPM d'ailleurs, ont été désapparentés. Après, il y en a qui se sont fondus peut-être après dans le temps, carrément dans la majorité. Mais même Aimé Césaire, il était aussi apparenté au groupe socialiste. Donc, nous serons apparentés, s'il le faut, au groupe Mélenchon. Vous avez une bonne nouvelle, madame. Non, pourquoi pas, ou à un autre. Mais c'est-à-dire que, non, parce que nous sommes un parti autonomiste martiniquais. Et donc, là, il qu'est-ce qu'un parti autonomiste martiniquais va faire dans une Assemblée nationale, tout seul, sans soutien? Non, puisqu'il sera apparenté à un homme. Ah, d'accord. Vous êtes déjà dans cette hypothèse-là. Il sera apparenté à soit ce groupe-là, soit un autre groupe de gauche. D'accord. Mais de toute façon... Vous êtes dans l'opposition. On sera dans l'opposition. Par contre, être dans l'opposition, comme disait madame, enfin, l'opposition, ce n'est pas une opposition stérile. C'est-à-dire que nous pouvons très bien voter des textes qui conviennent à l'évolution, à l'amélioration du pouvoir d'achat. Alors, si M. Macron décide de voter une augmentation des petites retraites, je ne vois pas qui votera contre 900 ça. 900 €. Les porter à 900 €. Tant mieux s'il peut le faire. Mais par contre, s'il doit continuer à accabler avec la CSG, mais en plus de ça, avec un impôt foncier qui continue à accabler, parce que nos populations souffrent. Tout à l'heure, Madame Mousseau disait qu'elle était contre les augmentations d'impôts, mais moi je dis qu'il faut pas seulement être contre les augmentations d'impôts, il faut revoir, il faut qu'il y ait une vraie réforme fiscale pour revoir cet impôt foncier qui est un impôt injuste. On va venir aux propositions concrètes, on reparlera des impôts, puisque Emmanuel Macron notamment veut supprimer la taxe d'habitation, et vous êtes un élu local et ça n'a pas l'air d'être apprécié par les élus locaux. D'abord, petit clin d'œil à ceux qui votent. Qu'est-ce qui oriente leur choix? Le programme peut faire la différence, mais pour certains, l'expérience compte aussi. Voyez ces quelques réactions recueillies par Guillaume Bacoul. Pour ce qui concerne mon choix, c'est basé sur la compétence. C'est la qualité première, et pour tout le reste, ça m'importe peu. Qu'est-ce que vous faites, vous décidez, vous? D'après le programme que je décide. Il y a le programme, et si en plus du programme, cette personne a fait ses preuves, je ne vois pas pourquoi je ne voterai pas pour elle. Et puis, il y a la fidélité également à l'idéologie qui devient de nos jours un gros mot qui m'écrit pour moi a beaucoup de sens. Alors, on voit que les programmes ont leur rôle et ont un rôle déterminant dans le choix des électeurs. C'est justement l'occasion de vous demander quelle serait la grande priorité que vous défendriez à l'Assemblée nationale si vous étiez élu. On va commencer ce tour de table par Madame Manin. Quel serait votre chantier prioritaire si vous êtes élu à l'Assemblée nationale? Alors, quand on parle de programme dans la fonction de nos députés, j'ai l'impression que la Martinique, le Martiniquais s'attend à ce qu'on aille à l'Assemblée nationale avec donc un attaché-caisse rempli de dossiers, de programmes, etc. Moi, je ne suis pas dans cette démarche. Je me dis que, compte tenu des problématiques qui existent sur notre territoire, nous devons nous pencher justement sur ces problématiques-là. Et tout au long de vos émissions, dans l'interrogation des candidats, il y a les mêmes sujets qui reviennent. Donc, je crois que nous sommes tous conscients de difficultés qu'il y a sur notre territoire. Lesquelles, par exemple? Écoutez, la santé, c'est celui qui revient le plus souvent.
on entend dans tous les débats la santé. Sur notre territoire, la circonscription du centre atlantique, on en a parlé, le problème des hôpitaux, Trinité, Lamentin, je ne vais pas revenir dessus. On parle de la problématique de nos jeunes, donc l'emploi, le chômage, l'illettrisme, etc. Donc nous sommes tous dans la même démarche. Nous portons tous les mêmes revendications de nos populations. Mais qu'est-ce qui fait la singularité de Mme Manet? Sinon, ce n'est pas la peine de vous se présenter avec des gens qui ont exactement les mêmes idées que les vôtres. Non, mais justement, alors cette singularité, c'est de dire, puisque nous avons des chantiers communs, nous avons tous des chantiers communs, je pense qu'il s'agit de nous asseoir tous, élus ou pas élus, parce que bon, nous devons travailler pour notre pays et de travailler sur ces dossiers, sur ces chantiers prioritaires, de façon à apporter des réponses, pas forcément à celui qui est élu, mais de porter donc des réponses Manet, dans les collectivités. Ça, c'est après l'élection. Oui, bien sûr. Mais là, on est en campagne. Les gens qui vous écoutent et qui veulent faire la différence, parce que l'idée, c'est quand même de faire des choix, puisque vous êtes 15. Il faut faire des choix. Je vais y venir. Je vais y venir parce que la méthode de travail que j'ai appliquée, c'était d'aller à l'écoute de la population. Sur donc, la circonscription, j'ai sillonné donc, les villes, hein, que ce soit le Lamentin, le François, le Robert-Gaumont. Et alors, je vais vous dire les deux thématiques. Je parle de thématiques simplement parce que ce sont des choses... Les thématiques, voilà. et très rapidement, justement, parce qu'il vous reste... Voilà, alors, donc, il y a, dans le domaine de la santé, la situation des aidants familiaux. Quasiment à chaque rencontre, tous les soirs, j'avais un certain nombre de bonnes femmes. Je parle de bonnes femmes sans effectivement porter atteinte donc, au rôle de ces personnes qui nous disent « Mais que faites-vous pour nous? Nous sommes des aidants familiaux. Nous avons nos parents à côté de nous. Nous travaillons, nous avons donc une responsabilité et nous n'avons pas forcément le temps parce que nous n'avons pas un statut. » Et moi, j'ai commencé à travailler avec mon suppléant sur le statut des aidants familiaux parce que ce statut existe en France et il va falloir l'appliquer chez nous. Alors, je vous arrête, voilà, parce qu'il vous reste 30 secondes, oui, 10 secondes. Monsieur Verneuil, une grande priorité que vous souhaiteriez défendre à l'Assemblée nationale si vous êtes élu? Bon, ben, donc, le gros problème pour la Martinique et pour beaucoup de citoyens que je rencontre, c'est l'emploi. C'est un gros problème de chômage et de pouvoir d'achat. Parce que sans travail, ils ne peuvent pas se nourrir facilement. Et ils ont quand même des taxes, des impôts. Alors, j'ai souvent entendu ça, des problèmes de chômage. Et en même temps, Monsieur Verneuil, nous devons payer des impôts. Comment ferons-nous, etc. Alors, donc, nous proposons au RDM, c'est ma collègue qui est candidate sous Fort-de-France et moi-même, nous proposons donc travailler pour une loi de programmation. Mais faire en sorte que cette loi de programmation, enfin pour l'outre-mer, mais qu'il y ait des tranches spécifiques. C'est-à-dire qu'à chaque département, comme la Martinique, il faudrait qu'on puisse cibler, parce que nous avons quand même des réalités différentes. Sur les outre-mer, c'est quand même vaste. Donc, c'est important de travailler globalement, mais en même temps de sortir pour chacun des territoires des mesures spécifiques. Et vous, la mesure? Alors, les mesures spécifiques, nous en avons plusieurs. Hein. En ce qui concerne, par exemple, l'économie, nous pensons que l'économie ne doit pas être... l'économie doit être au service des citoyens et de l'environnement. Chaque fois que nous aurons à travailler, à faire des actes économiques, à faire un développement, à imaginer le développement de ce pays, il va falloir à chaque action que ça soit bénéfique directement aux citoyens et à l'environnement, parce que souvent c'était contraire. Très bien. Géraldine de Thoré, la priorité? Alors, vous savez qu'on importe, je vais pas m'étendre parce que je pense que vous allez reprendre, donc je vais être très rapide. Nous importons... Donc vous êtes en fait... sur plein de points, on est d'accord. Hein. De toute façon, c'est donc si on doit choisir, je pense qu'il est plus efficace de voter pour un parti qui a déjà une assise nationale importante. C'est plus efficace. Donc, les idées sont les mêmes, pas mais un problème d'idéologie. C'est que ce sera plus efficace. C'est juste l'efficacité. C'est-à-dire, voilà, on bénéficie de l'aide des membres de son groupe, qui est un groupe qu'on espère important. Mais je veux juste dire que nous importons 80% de notre alimentation. L'énergie électrique dépend à 94% des importations de pétrole. C'est 100% pour les voitures. Donc ça veut dire que si par hasard il y a une grosse catastrophe naturelle, ce qui n'est pas absolument improbable vu le réchauffement climatique, ou qu'il y ait des tensions politiques importantes, ça veut dire que les routes de ravitaillement, même si elles sont interrompues de façon temporaire, nous sommes
foutu. Ça veut dire qu'en gros, la Martinique, en 15 jours, elle s'arrête et on n'a plus à manger. Donc, les mesures à prendre de façon indispensable, c'est, et je pense que je vais laisser monsieur développer ça, le point de vue, c'est lancer un plan sur les énergies renouvelables. Et puis, oui, non, mais c'est pas la peine que j'occupe du terrain. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Et puis, oui, enfin bon, attendez, parce que j'ai d'autres choses de... Par contre, s'il n'aborde pas cette thématique-là, c'est cuit. Tant pis, mais en même temps, bon, tant pis, je prends le risque qu'il ne l'aborde pas, c'est pas grave. Par contre, il y a le développement aussi d'une agriculture vivrière de pointe. Vivrière, ça veut dire qui est destinée à la consommation locale. De pointe, pourquoi? Bon, évidemment, c'est pour l'autosuffisance alimentaire, mais de pointe parce qu'il s'agit aussi de développer des métiers et des compétences dans les seuls secteurs qui sont des secteurs en croissance dans le monde. Hein. Il n'y en a pas d'autres qui sont vraiment des gros générateurs d'emplois. Donc ça, c'est important. Et puis, pour la pêche, oui, pour la pêche, parce que dans la première circonscription, il y a 3 villes qui font partie du top 5 des villes maritimes en Martinique. Il faut absolument créer armer des bateaux pour du plus gros, pour aller en pleine mer, là où il y a vraiment de la pêche, c'est-à-dire qui vont jusqu'en Guadeloupe ou qui vont à 200 km, parce que pour l'instant, il y en a 12. 2 qui vont en Guyane, etc. Et une dizaine qui ne sont pas forcément tout à fait aux normes, qui vont à 200 km. Donc là aussi, c'est générateur d'emplois et qu'on puisse s'alimenter convenablement. Voilà. Monsieur Talmassi, votre priorité, parce qu'il ne sera pas forcément celle dont Géraldine de Toré veut que vous parliez absolument. Non, parce que moi, je refuse de réfléchir en termes de priorité. Je préfère réfléchir en termes de projet. Vous voyez bien, lorsque vous dites que, par exemple, votre priorité, c'est la santé, mais si vous ne nommez pas le problème de la santé, c'est qu'on a une dérive vers une privatisation de la santé. Il faut donc combattre ça. Si vous combattez la dérive libérale de la santé, vous pouvez aussi combattre la dérive libérale de l'aménagement du territoire, les questions d'aménagement étant aussi intimement liées aux questions de santé. Donc il y a un système à remettre en cause. Et c'est ça la priorité. La vie des gens, elle n'est pas sectorisée. Il n'y a pas la santé d'un côté, l'emploi de l'autre, le transport de l'autre. Les gens, c'est une seule personne, ils vivent au quotidien. Vous comprendrez aisément qu'ils ne raisonnent pas comme ça. Ils ne raisonnent pas comme ça, tout le monde ne raisonne pas comme ça. Notre rôle en tant que militant politique, c'est aussi de décortiquer les problèmes. Les problèmes, ils ne tombent pas comme ça dessus. Sur la santé, si on ne remet pas en cause la privatisation du système de santé, eh ben, l'hôpital ne sera jamais à l'équilibre. L'hôpital, actuellement, il est financé par quoi? La tarification à l'activité. C'est-à-dire qu'il faut que des gens viennent se faire soigner, soient malades pour que ça fonctionne. Vous pensez qu'avec un système comme ça, on va s'en sortir? Non, il faut une rupture, il faut modifier, il faut en finir avec ce système de tarification, aller plus vers des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation. Donc sur chacun, on ne sectorisons pas la vie des gens, essayons de résoudre les problèmes de manière globale dans une logique de projet. C'est ce que nous proposons. Karine Mousseau. C'est vrai que c'est assez frustrant de parler en termes de priorité, puisque c'est une globalité, comme l'a dit M. Talmassi, je suis tout à fait d'accord. C'est en termes de projet. Et aujourd'hui, on a une Martinique qui va mal, qui a un taux de croissance faible, un taux de chômage très élevé chez les jeunes. Ce qui est important, en tout cas, puisqu'il faut parler des choses importantes, malgré tout, pour nous, c'est vraiment le pouvoir d'achat. Cet écart de prix avec la métropole qui est toujours trop important, en particulier dans l'alimentation, ça reste une catastrophe puisque l'écart de prix est encore de 40% dans l'alimentation avec la métropole. Nous sommes des citoyens français à part entière, nous le revendiquons et nous voulons vraiment travailler sur ces écarts de prix. Redynamiser notre économie aussi. Nous proposons par exemple le statut de l'entreprise franche et non pas d'une zone franche globale qui finalement avantagerait tout le monde et ne permettrait pas de réduire les inégalités, surtout pour les petites entreprises. Alors je parle notamment dans le tourisme, dans la plaisance qu'il faut développer, dans l'hôtellerie, des entreprises qui seraient exonérées de charges totalement et qui en contrepartie s'engageraient à baisser les prix et aussi à créer des emplois. Donc, c'est vrai qu'on a un certain nombre de mesures pour dynamiser notre économie parce qu'il faut créer des emplois, notamment pour la jeunesse. Alors derrière les projets et les idées que vous venez de développer, il y a aussi des logiques individuelles, des stratégies de parti, des recompositions de l'échiquier politique local qui sont en marche à la faveur de ces élections. Et c'est sur cette thématique que vous interroge maintenant
Mike Irask qui va s'installer sur ce plateau pour donc la dernière partie de cette émission avec des temps de parole assez restreints, environ 1 minute 30 par personne. Donc il reste 4 minutes pour Karine Mousseau. Donc on va faire un petit point des temps de parole. 4 minutes, Mike, juste avant de vous donner la parole. 4 minutes pour Madame Mousseau. Pour Josette Manin, on m'indiquera son temps de parole dans un instant. Voilà, donc il vous reste, Madame Manin, seulement 10 secondes dans ce débat. Vous avez beaucoup parlé. Monsieur Verneuil, 2,45. Monsieur Talmincy, 1 minute 30. Et Géraldine de Toré, 40 secondes. Plus la minute de conclusion, qu'il vous reste à tous pour l'instant. Très bien. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir. Je suis presque contraint, fort de cet élément, de commencer par vous, Madame Manin. Qu'est-ce que je peux dire en 10 secondes? C'est le challenge, c'est notre challenge. 2 secondes. Alors, vous avez fait une pause d'1 an et demi. Je vais aborder une hypothèse que vous allez détester, mais en cas de défaite, est-ce que vous arrêtez la politique à nouveau? Non, pas du tout. Je n'ai jamais arrêté la politique, donc je ne vais pas arrêter la politique. Je suis une militante active. D'accord, donc vous Un repartez... mandat électif ne veut pas dire arrêter la politique. Très bien. Madame Mousseau, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Irask. Alors, je vais revenir sur ce qui a été évoqué par Kathleen Bilas au début de l'émission. Le François, votre poids électoral sur le François. Au municipal 2014, au François donc, au second tour, vous avez obtenu 1082 voix. Monsieur Antiste, le maire actuel, en obtenait 4586. Et aux élections de la CTM au premier tour, la liste, qui n'avait pas encore fusionné à l'époque, la liste Bas Pays en Chance, est arrivée 3e dans cette circonscription centre, loin derrière les listes Letchimy et Marie-Jeanne, notamment au François, à peu près 1000 voix d'écart par rapport aux listes Letchimy et Marie-Jeanne. Et au deuxième tour, avec la liste fusionnée Grand Semblé pour Bas Pays en Chance, il y a eu un écart positif de presque 1800 voix de plus pour la liste fusionnée au François. Est-ce que c'est dû à un effet Mousseau ou à un effet Marie-Jeanne, ce revirement du second tour? En toute objectivité. En toute objectivité, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut comparer ce qui est comparable. Vous comparez mon score au premier tour en 2014 avec celui de M. Antiste, qui a son 3e mandat aujourd'hui et qui est maire depuis pratiquement 25 ans. Donc comparons ce qui est comparable. Aujourd'hui, je crois que je suis investie en politique, comme l'a dit Mme Manin, depuis très longtemps en tant que militante, et depuis très peu de temps en tête de file et sur mon nom, on va dire. Oui. Donc je pense que tout ça va évoluer. Je mène les combats avec l'énergie, le cœur et l'envie de faire avancer mon pays. C'est ça qui est important. Mais j'ai aussi parlé des scrutins de décembre 2015, oui, pas que des municipales décembre 2014. 2015, ça ne faisait qu'un an que j'ai... Un an de plus. Un an de plus, voilà. Je pense aujourd'hui avoir fait mes preuves, comme je l'ai dit tout à l'heure au comité martiniquais du tourisme. Je suis conseillère territoriale. Je le resterai si je suis députée, parce que je pense d'ailleurs qu'être un élu local, c'est important pour être un bon député, parce qu'un député ne doit pas être déconnecté de sa base et du terrain. Et c'est très important, excusez-moi, Monsieur Irask, c'est très important d'avoir des choses à porter. C'est quand on travaille en tant qu'élu local sur le terrain qu'on sait ce qu'on a à aller défendre à l'Assemblée nationale. Très rapidement, sur quel segment d'activité, parce que je crois que c'est au moins la deuxième fois que vous l'évoquez, vous le soulignez, sur quel segment d'activité de votre présidence du CMT vous pensez avoir convaincu les Martiniquais en 1 an et demi? Eh bien, en 1 an et demi, je pense avoir remis une équipe au travail, refait un organigramme plus efficace, et je peux vous dire qu'en ce qui concerne le tourisme de séjour qui est en baisse, puisque vous savez que le tourisme de séjour diminuait, contrairement à la croisière qui avait été beaucoup travaillée, ce tourisme de séjour aujourd'hui augmente de 10%. Et nous avons, au moment où je vous parle, des taux de remplissage dans les hôtels, malgré tout, malgré le manque de rénovation, qui sont des taux très importants et qui n'ont pas été atteints depuis très longtemps. Et notre chiffre du tourisme aujourd'hui, eh bien, on retrouve les chiffres de 2009, donc on a atteint plus de 800 000 touristes. Ça pourrait constituer un argument électoral en votre faveur pour cette élection-là?
argument électoral, j'en suis pas là. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est que dans ce secteur-là, il y a beaucoup de choses à aller défendre. Je l'ai dit tout à l'heure, notamment l'entreprise franche dans la plaisance et pour l'hôtellerie, puisque nous savons que nous ne sommes pas compétitifs par rapport aux îles d'à côté, par rapport à justement toutes ces charges et cette masse salariale très importante que nous avons. Merci. Bonsoir, Monsieur Verneuil. Bonsoir. Aux législatives 2012, dans cette circonscription centre, vous aviez recueilli 804 voix, dont 665 au Robert. Donc je laisse les férus de pourcentage faire le pourcentage qui s'impose. Seulement, mais sur ces voix robertines, entre guillemets, vous en aviez obtenu seulement 150 de plus qu'un certain Philippe Edmond-Mariette au Robert. Oui. Dans une interview il y a quelques mois, vous aviez dit avec aplomb, avec assurance, je vous cite, que le Robert seul me donne gagnant. Est-ce qu'aujourd'hui vous maintenez cette prédiction très ferme? Non. Je maintiens que le Robert me portera, je maintiens que le Robert, me donnera la position gagnante. Maintenant, j'ai besoin des suffrages de toutes les autres communes. Il n'est pas question, parce que quand vous dites le Robert seul, ça peut être méprisant. C'est vous qui l'avez dit. Non, c'est pas la citation, c'est ça. C'était pas. Le Robert seul me donne gagnant. C'était pas. Non. On parlait. Je suis fait une citation. Oui, mais vous avez interprété aussi. Mais enfin bon, elle est très aisément interprétable. Dans ce cas, je corrige. Dans ce cas, je corrige. C'est sûr que le Robert me portera en tête et me mettra en position gagnante sur la circonscription. Maintenant, c'est sûr que je compte, parce que j'ai travaillé aujourd'hui, je peux dire que les soutiens que je n'avais pas en 2012, je les ai. J'ai la ville de Gaumont avec des élus qui sillonnent le Gaumont avec moi. J'ai donc, sous le François, Mme Boas, qui ne s'était pas impliquée avec toute une équipe aujourd'hui, parce qu'on a renforcé, nous avons renforcé la section RDM sous le François et qui fonctionne. Et donc, Mme Boas qui fonctionne. Et nous avons aussi, sous le Lamentin, j'ai des amis du Lamentin qui sont... Vous savez qu'au Lamentin, aujourd'hui, il y a un combat assez difficile, puisqu'il y a certains du même qui soutiennent Edmond Mariette, d'autres qui soutiennent... il y en a qui soutiennent Christian Verneuil aussi. Et donc, le travail se fait sous le Lamentin comme ailleurs. Ce que je n'ai pas pu faire en 2012, parce que j'ai dû me recentrer sur ma commune, pour ne pas perdre la face. Donc voilà. Donc vous êtes presque un candidat neuf en 2017. Je suis un candidat neuf, mais par contre, comme les femmes qui ont parlé là et d'autres, j'ai quand même, ça fait très longtemps que je militante et j'ai une expérience du terrain. Okay. Maintenant, j'ai été surpris en 2012, j'ai été surpris et trahi, bon, c'est fait. Maintenant, là, cette fois-ci, je ne suis pas surpris. Merci. Madame de Toré, bonsoir. Bonsoir. Alors on sait, on l'a dit, répété, souligné, que Jean-Luc Mélenchon est arrivé nettement en tête en Martinique pour le premier tour de la présidentielle, mais comment maintenir le soufflet, pardonnez-moi l'image culinaire, de la victoire, entre guillemets, de M. Mélenchon en Martinique au premier tour de cette présidentielle, sachant que M. Mélenchon est à 8000 km et que j'ai presque envie de dire que vous le vouliez ou non, la France insoumise est l'un de ces partis qui est ultra incarné par son porte-parole ou son représentant de premier plan. Comment arriver à maintenir le niveau de mobilisation qui a éclaté au premier tour de cette présidentielle? Et est-ce que vous, qui êtes apparu ce soir, je crois, à beaucoup de téléspectateurs comme particulièrement passionné, déterminé, etc., vous êtes prête à incarner cette France insoumise en Martinique? Alors, effectivement, je suis une militante déterminée et donc je me bats pour gagner et pour faire passer un certain message. Ceci étant dit, je pense que ce qui a porté M. Mélenchon ici en Martinique, c'est le sentiment qu'il faut changer radicalement de politique. Je pense à ce que dit Mme Mousseau qui encore une fois, pour relancer le pouvoir d'achat, propose de faire des cadeaux, comme on le fait depuis une vingtaine d'années,
aux entreprises et que pour l'instant, ça n'a nulle part dans le monde, ça n'a marché. Et en France, encore moins, et en Martinique, pas du tout. Donc, je pense que c'est aussi la volonté d'avoir une politique complètement différente. Donc, c'est là-dessus, effectivement, que nous allons essayer de convaincre, parce que c'est un entretien d'embauche, là, que je suis en train de passer. Donc, essayer de convaincre. Non, mais c'est vrai, voilà, c'est un entretien d'embauche, et pour un CDD en plus. Oui, oui, les plusieurs émissions, c'est un entretien d'embauche qui passe en plusieurs fois. Avec un CDD, donc c'est important. Voilà, mais on va essayer de leur faire comprendre que nous voulons et nous avons des propositions de programmes qui sont réalistes et totalement différentes de ce qui ne marche pas. Voilà, vous avez légèrement grignoté sur votre minute de conclusion, mais ça ira. Monsieur Talmansi, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour l'élection de la CTM au premier tour, Nous Peuple avait recueilli, corrigez-moi si je me trompe, 7653 voix. Ce que d'aucuns avaient qualifié à juste titre, me semble-t-il, comme un score honorable, sachant que le mouvement était parti parmi les derniers à la bataille électorale en 2015. Fort de ce potentiel électoral à faire croître ou à faire fructifier, et manifestement ce soir, à travers vos propos, on a senti que vous étiez dans une démarche de construction vraiment sur le long terme, voire sur le très long terme. Est-ce qu'il est envisagé un partenariat ou une alliance avec des mouvements qui présentent des similitudes dans le propos, en tout cas avec Nous Peuple? Je pense à Martinique Citoyenne. Après le premier tour en 2015, c'est vrai qu'il y avait eu un dialogue, des discussions qui avaient été entamées sans concrétisation. Est-ce que là, la mécanique ou la dynamique éventuelle, la dynamique citoyenne, non verticale, pourrait être relancée dans l'avenir, proche ou lointain? Oui, c'est-à-dire que la confrontation, le débat d'idées peut toujours aboutir effectivement à des rapprochements, des alliances. Mais il ne faut pas que ces alliances se fassent au niveau des élections. Il faut qu'elles se fassent sur le terrain, dans les projets, mais dans les mobilisations. Or, moi, je constate qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la santé, tout le monde parle de l'environnement, tout le monde parle de la transition énergétique. Mais où étaient-ils, tous ces gens-là, lorsque nous étions sur le terrain, à prendre des coups, à nous battre pour qu'on n'implante pas des usines polluantes, à nous battre dans les collectifs pour la santé, à travailler pour faire en sorte que les gens... Martinique Citoyenne dans ce que vous dites là en ce moment? Oui. D'accord. Oui. Non, mais c'est-à-dire que ce n'est pas un reproche. Ça mais je dis que nous avons été bien seuls dans l'ensemble des combats que nous avons menés ces dernières années, et qu'aujourd'hui, je vois des gens qui reprennent, c'est tant mieux, mais qui reprennent nos thèmes, alors que c'est vraiment, nous, Peuple, on peut au moins nous accorder ça, qui avons mis ces problématiques à l'ordre du jour, qui les avons popularisées. On l'a fait en termes de réflexion, mais également sur le terrain, comme nous l'y avons toujours dit. Si nous sommes dans les assemblées, nous arrêter en pied en dedans, en pied d'héros, dans les mobilisations, avec la population. Et est-ce que cette absence de réactivité à l'époque peut constituer un frein, on peut compromettre un partenariat, une alliance éventuelle avec un mouvement comme Martinique Citoyenne? Non, pas du tout. Il est jamais trop tard. Un projet n'est de toute façon jamais achevé. Il y a des progressions. Il y a des luttes qui se pointent à l'horizon. On demande à chacun, au-delà des élections législatives, de rester mobilisé avec nous. On n'a aucune ambition d'être les leaders de quoi que ce soit. Par contre, on est des partenaires pour ces combats-là. Merci. Alors, juste avant de passer à la minute de conclusion, parce qu'il reste précisément un tout petit peu de temps à Karine Mousseau et à M. Verneuil, ça tombe très bien, parce que j'ai une question à vous poser. On parlait tout à l'heure des parcs et des alliances, etc. Donc, vous avez face à vous donc Christian Verneuil, qui est du RDM, une des composantes de l'alliance de gestion à la CTM, donc Karine Mousseau, les Républicaines, des composantes, Fabrice Dunon, qu'on va interroger tout à l'heure, qui est membre du MIM. Vous êtes adversaire sur cette législative au premier tour. Est-ce qu'au second, l'Alliance va se reconstituer par des appels à voter, par exemple, très clairement? Est-ce que vous appellerez, si vous n'êtes pas au second tour, appellerez à voter pour Karine Mousseau si elle venait à se qualifier? Je n'ai pas l'habitude de répondre à ces questions avant que le tour soit joué. Donc moi, je ne répondrai pas dans la mesure où... Mais ça serait assez logique, finalement. Comment assez logique? Enfin, en tout cas, puisque vous êtes partenaire de gestion dans une collectivité aussi importante que la CTM, pourquoi pas au second tour éventuellement reformer cette... Madame, vous êtes journaliste et vous devez éclairer quand même la population. Oui. Karine Mousseau, si demain elle est députée, elle va siéger avec les Républicains
Donc, vous savez très bien que le libéralisme que défend les Républicains ou même Emmanuel Macron, s'ils n'ont pas marché avec Emmanuel Macron, c'était par rapport à... Mais par contre, ça ne pose pas de problème à la CTM. C'est ça qu'on a vraiment toujours assez... Non, ça ne pose pas de problème parce que là, il s'agit d'un contrat de gestion. Non, mais là, vous ne pouvez pas, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est vraiment le choix politique qui va définir la société. Là, la CTM, vous ne déterminez pas totalement la société. C'est-à-dire que vous ne déterminez pas la société. Ce sont les textes qui régissent justement l'organisation de la société. Et ces textes sont votés à l'Assemblée nationale, pas à la CTM. Bon. Et à partir du moment où nous sommes dans une commune, il y a longtemps, les hommes de droite et les hommes de gauche gèrent des communes ensemble. Bon, mais à l'Assemblée nationale, c'est en train de changer avec Emmanuel Macron. C'est en train de changer aussi. Ça ne change rien, excusez-moi. Les socialistes qui sont partis, les socialistes qui sont partis avec Emmanuel Macron, ce sont donc des socialistes qui avaient déjà basculé vers le libéralisme social-libéral. Donc, je pense que c'est pas... Une réponse ce que dit M. Verne est tout à fait juste. Nous restons chacun ancrés dans nos convictions et j'admire d'ailleurs les hommes et les femmes de conviction. Et donc, s'il se qualifie pour le second tour, vous n'appellerez pas à voter pour lui. Donc, ce qui est important, c'est qu'on... Vous répondez pas à cette question. C'est un peu que vous nous donnez ce soir. Non, c'est pas... C'est-à-dire... C'est la position du RDM. Je veux dire, ce que vous avez exprimé là, c'est la position de Claude Lise, par exemple? Enfin, par exemple, c'est la position de Claude Lise tout court. Non, fin de la question. Je ne défends pas la position de Claude Lise. Non, ce n'est pas ma question. Est-ce que ce que vous avez exprimé, c'est la position, j'allais dire, validée ou partagée par Claude Lise? De ne pas donner de réponse ce soir. Ah, c'est ça, c'est ce que vous avez dit. Vous êtes sûr? Je vous ai dit clairement. Non, mais c'est parce que... Non, mais je vous ai dit clairement. Non, mais vous avez plus de temps de parole, M. Verne. Gardez votre conclusion. Comme vous m'interrogez, il faut que je vous réponde. Oui, c'est vrai. Mais on me rappelle dans l'oreillette qu'on ne peut plus... Vous ne pouvez plus répondre, mais vous, Karine Mousseau, vous pouvez répondre. Et puis moi, de toute façon, je serai au second tour, donc le problème ne se posera pas. Par contre, rapidement, puisqu'il me restera un peu de temps de parole, pas longtemps, mais 30 secondes. Pour répondre à Madame de Thoré, cadeaux aux entreprises, non, parce qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises qui créent des emplois. Et je veux vraiment que les Martiniquais le comprennent. Les collectivités territoriales, les mairies ne peuvent plus embaucher. Aujourd'hui, l'État est en déficit, les collectivités n'ont plus les moyens. Ce sont nos petites entreprises, 90% du tissu productif de la Martinique qui créent de l'emploi aujourd'hui. Et il faut vraiment les booster. Voilà, et c'est ce que je demanderai à l'État français. Voilà, nous arrivons au terme de ce débat. Merci Mike pour vos questions. C'est le moment de conclure dans l'ordre déterminé par le tirage au sort et c'est vous, Géraldine de Thoré, qui concluez en premier. Il ne vous reste que 30 secondes pour cette conclusion. Oui, ça va être très rapide. Les électeurs et électrices martiniquais ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle parce qu'ils voulaient donner un grand coup de balai et changer de politique, une politique différente de celle, par exemple, qui est proposée par Madame en toute bonne foi, mais je pense qu'elle se trompe. Et le monde me donne raison. Ça ne marche pas, sa politique, et qu'il faut, c'est à eux, c'est la balle est maintenant dans leur camp, et il ne faut pas abandonner, il ne faut pas s'arrêter en cours de route. Ça veut dire qu'il faut continuer dans la même optique et voter pour un changement radical de politique et de façon de faire de la politique. Voilà. Monsieur Talmassi, 1 minute pour conclure. Électeurs, électrices, Lamantinois, Lamantinoises, franciscains, franciscaines, Robertin, Robertine, Gros-Mornais, Gros-Mornaises, Trinitéens, Trinitéennes, je souhaite vous transmettre un message. La Martinique, notre pays, est rongée par les politiques libérales mortifères menées ces dernières années. Nous avons besoin d'une rupture. Avec votre appui, je défendrai une fiscalité plus juste et plus équitable. Nous devons garantir notre sécurité alimentaire et éliminer toutes les menaces qui pèsent sur notre santé et notre environnement. Nous proposons de nous mobiliser pour endiguer le départ de notre jeunesse. Je susciterai un nouvel élan avec un programme de transition énergétique qui va créer des emplois
et améliorer notre cadre de vie. Ensemble, nous nous battrons pour créer les conditions d'un développement endogène qui valorise la formation des jeunes. Mamaï, en nous coller les têtes, coller les épaules, pour nous battre Martinique en Lot-Larel, le 10 juin, votez Gérard Talmancy et Amandine Negoti. Josette Manin. Mes chers compatriotes, du Robert, du Lamentin, du Gros Monde, de Trinité, du François. Pendant ces quelques semaines que j'ai passées à vos côtés, vous avez été là pour me suggérer des pistes de travail. Je suis rentrée dans vos familles, je suis rentrée dans vos demeures. J'ai compris ce que vous attendiez de votre député. Je prends l'engagement ici, avec mon suppléant, Giovanni William, jeune du Robert, de répondre à vos attentes, d'être votre porte-parole à l'Assemblée nationale, votre voix sur notre territoire également. Je prends l'engagement de travailler sur ce territoire à vos côtés, avec ce jeune qui m'accompagne, avec toutes les forces vives, toute la jeunesse de ce territoire. Et donc, je vous demande, les 10 et 17 juin, de voter pour Josette Manin et son suppléant, Giovanni William. Karine Mousseau. Martiniquaise, Martiniquais du centre. Oui, j'agirai pour notre pouvoir d'achat, pour redynamiser notre économie tout en préservant notre environnement, pour notre santé, notre sécurité, notre jeunesse, notre système éducatif. Mais avant tout, j'aime la Martinique. Je veux l'ancrer dans la République tout en défendant notre culture, nos spécificités, tout en défendant la reconnaissance de notre histoire. Je veux une Martinique fière, responsable, forte. Je veux une Martinique dynamique et moderne. Je veux une Martinique du plein emploi pour notre jeunesse. Je veux une Martinique apaisée de la diminution des inégalités. Je veux une Martinique où il fait bon vivre. Je veux être votre voix à l'Assemblée nationale. Vous êtes au cœur de mon projet. Alors le 10 juin, tournez la page. Écrivez avec moi un nouveau chapitre, celui du renouvellement et de l'efficacité. Votez Karine Mousseau, Bois pour nous aller. Christian Verneuil, le mot de la fin. Oui. Électrice et électeur du centre atlantique. Électrice et électeur du centre, chers compatriotes. J'ai toujours défendu vos intérêts avec détermination, avec dignité et intégrité. J'ai souvent travaillé sur le développement, j'ai commencé à travailler sur le développement pour l'autosuffisance alimentaire, pour la transition énergétique et pour donc le plein emploi sur ce territoire, à travers un autre système, un autre modèle économique, à travers donc une économie solidaire qui ne soit pas vue du côté misérabiliste, mais une économie solidaire qui pourrait être menée comme toutes les multinationales et qui permettrait à nos citoyens de nous impliquer fortement dans l'économie. Je veux lutter pour plus de démocratie. Je veux plus de justice. Je veux plus de création d'emplois. Je veux une meilleure répartition des revenus du travail. Et je lutterai donc pour préserver la famille, la santé, l'instruction, la culture et les loisirs. Alors, citoyens, citoyennes du Robert, de Trinité, du Gros Monde, du François, du Lamentin, réagissons ensemble et votez et faites voter pour Christian Verneuil et ensemble nous construirons un mieux vivre et un bien vivre ensemble. Merci Monsieur Verneuil, merci à vous d'avoir participé à ce débat, le second de la soirée. Restez avec nous dans un instant, place à 4 candidats pour le 3e et dernier débat qui opposera Marie de Virginie de l'Union populaire républicaine, Fabrice Dunon du Grand Semblé, Joanne Godou du Cercle démocratique martiniquais et Marie-Hélène Marthe dite Surelli de Lutte ouvrière, Combat ouvrier. Ce sera juste après cette courte pause. Restez avec nous.